Ça claque, hein? Aujourd'hui, je vous retrouve dans le salon d'honneur du site Richelieu de la BNF qui a eu la gentillesse de m'ouvrir ses portes afin que je puisse vous parler de l'un des plus grands classiques de la littérature française qui fut également à l'origine d'un retentissant scandale littéraire, j'ai nommé L'Assommoir de Zola. Mais avant de commencer, je me dois de vous informer et de remercier la Caisse d'épargne Île-de-France avec laquelle je suis en partenariat dans cette vidéo à l'occasion de la célébration de son bicentenaire. Maintenant, je vous propose de partir avec moi en immersion dans le Paris ouvrier du 19e siècle au son de l'argot des rues pour suivre le difficile destin d'une fille du peuple. Entre 1869 et 1870, Émile Zola s'attaque à la préparation d'une grande œuvre qui le rendra par la suite mondialement célèbre, celle des Rougon-Macquart. Dans cette imposante fresque romanesque qu'il prévoit déjà de découper en plusieurs ouvrages, l'écrivain ambitionne de représenter tous les aspects de la réalité sociale de la seconde moitié du XIXe siècle à travers la généalogie d'une famille. Émile Zola veut donner une portée scientifique à son œuvre. Pour lui, il s'agit de montrer en quoi l'hérédité, mais aussi le milieu auquel on appartient, peuvent conditionner une existence. La période du Second Empire, dans laquelle il va situer ses 20 romans, est aussi idéale, car il s'agit d'une période de grands bouleversements, susceptible de bousculer bien des trajectoires de vie. Dans ses notes préparatoires, le romancier écrit ainsi « Mon œuvre sera moins sociale que scientifique. Si j'accepte un cadre historique, c'est uniquement pour avoir un milieu qui réagisse. Ma grande affaire est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. » Très vite, Zola prévoit de placer dans sa fresque un roman ouvrier qui sera le 7e de la série des Rougon-Macquart et dont nous allons parler aujourd'hui, L'Assommoir. Et j'interdis quiconque de dire que ce livre est assommant car cette blague a déjà été bien trop faite. Oh, c'est bon, Assommoir, Assommant... Mais c'est marrant. Tu te tais. Zola commence la rédaction de son roman en 1875 et il tient absolument à rendre le milieu qu'il compte dépeindre le plus vraisemblable possible. Et pour cela, il va tout d'abord s'appuyer sur ses propres souvenirs. En effet, depuis son arrivée à Paris 17 ans auparavant, notre ami Zola est loin de rouler sur l'or. Il a habité pendant plusieurs années avec sa mère dans les quartiers pauvres de la capitale, où il a pu se rendre compte des conditions de vie difficiles des ouvriers les plus modestes. Mais tout cela n'est pas suffisant pour brosser un portrait authentique de la vie ouvrière, et le romancier va donc partir, crayon et carnet à la main, dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, où il va consigner tout ce qu'il voit et entend. Il visitera également des ateliers de blanchisseuses et d'autres commerces pour se renseigner sur les salaires ainsi que le matériel utilisé. Zola se conduit un peu comme un sociologue et amasse une quantité prodigieuse de notes et de documents qu'il va rassembler dans ses carnets préparatoires. Bon, maintenant que vous êtes au parfum concernant la volonté de l'auteur et son décor, il serait peut-être temps de se concentrer sur l'héroïne de l'Assommoir, la fameuse Gervaise dont nous allons suivre le destin sur 18 années avec quelques larmes en prime. Alors prévoyez un dé à coudre ou une bassine selon votre capacité lacrymale, c'est toujours utile. Sinon, les larmes, c'est pas mal non plus pour saler les plats. Oui, si vous voulez, vous pouvez aussi manger un bol de carottes râpées pendant votre lecture. Perso, moi je pensais plus à une petite omelette bien faite là. Ok. Dans L'Assommoir, Zola choisit pour la première fois dans son cycle une femme comme protagoniste principale. Cette femme, il la décrit dans ses notes comme celle du peuple et de l'ouvrier. C'est ainsi que Gervaise, la blanchisseuse boiteuse de province montée à Paris avec son amant et ses enfants, va prendre vie. Gervaise est un personnage sympathique, une femme travailleuse au tempérament doux qui a 22 ans au début du roman. Ses ambitions sont simples et pour elle, une vie idéale est une vie où elle peut avoir un toit au-dessus de sa tête, de quoi travailler tranquille, bien manger, bien éduquer ses enfants et un compagnon qui ne la bat pas. L'écrivain dit ainsi à son propos dans ses notes préparatoires qu'il s'agit d'un être lancé au hasard et qui tombera pile ou face. Zola pense d'abord titrer son nouveau roman « La simple vie de Gervaise Macquart », mais l'auteur opte finalement pour le titre de L'Assommoir, faisant référence au cabaret populaire où un grand nombre d'ouvriers de l'époque s'assomment à coups d'alcool après une journée de dur labeur. Désormais Zola a tous les ingrédients nécessaires à son roman. Il attaque la rédaction et un an plus tard, en 1876, la publication de L'Assommoir débute dans le journal Le Bien Public sous forme de feuilleton. Ok, bah fin de l'histoire quoi. Ouh là non, parce qu'immédiatement après, un sacré scandale a éclaté autour du roman. En proposant de dépeindre la réalité du milieu ouvrier tout en utilisant l'argot du peuple, Zola heurte les sensibilités et les insultes pleuvent.
À titre d'exemple, le 21 septembre 1876, on trouve ainsi écrit dans le Gaulois « C'est le recueil le plus complet que je connaisse de turpitude sans compensation, sans correctif, sans pudeur. Le romancier ne nous fait pas grâce d'un vomissement d'ivrogne. Le style, je le caractériserai d'un mot de Monsieur Zola qui ne pourra se fâcher de la citation, il pue ferme. » C'est un véritable flot d'injures auquel le romancier devra faire face, tant et si bien que la publication de l'Assommoir sera suspendue avant de reprendre 2 mois plus tard dans un autre journal. Malgré tout, les injures continueront jusqu'à la publication du livre en volume en 1877. Le service de presse du ministère de l'Intérieur refusera même la vente du roman dans les gares sous prétexte qu'il est grossier et obscène. Mais c'est un livre d'injures ou quoi? Alors non, le roman n'est pas injurieux, mais ce qui pose problème, c'est l'emploi de l'argot que Zola va étendre même jusqu'au narrateur, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'alors. Et puis, c'est vrai, on a droit à des scènes assez crues en ce qui concerne les ravages de l'alcool, et cela a énormément choqué, car on trouvait que Zola brossait un portrait scandaleux du peuple. Loin de rester silencieux face aux attaques, Zola ripostera à plusieurs reprises, notamment dans la préface de son livre. Mon crime est d'avoir eu la curiosité littéraire de ramasser et de couler dans un moule très travaillé la langue du peuple. Ah, la forme, là est le grand crime. Mon œuvre me défendra. Le résultat de ce scandale, il est finalement assez similaire au principe du bad buzz aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'Assommoir, que du coup, il s'est vendu à merveille, et finalement, c'est grâce à ce roman du scandale que Zola est devenu un homme riche. Maintenant que vous connaissez l'histoire autour de l'œuvre, il est temps de se plonger dans le roman. Préparez-vous car je vous emmène au cœur de ses plus grands moments. Je me trouve au lavoir de la ville de Thiers, un lieu qui fut très fréquenté au 19e siècle des blanchisseuses professionnelles. Si je me trouve ici, ce n'est pas par hasard, car en effet, l'héroïne de notre histoire est elle-même blanchisseuse, et dans le roman, il existe un passage mémorable qui se déroule au lavoir où elle se rend. Lorsque le roman débute, Gervaise est installée à Paris depuis quelques mois seulement avec son compagnon Lantier ainsi que ses 3 enfants. Au début, la famille mène grand train grâce à un petit héritage, mais très vite, tout le pécule est mangé et le couple doit s'installer dans un petit hôtel miteux du quartier de la Goutte d'Or. Gervaise reprend alors son métier de blanchisseuse tandis que Lantier mène une vie d'oisiveté, passant ses journées à boire et à tromper sa compagne. Mais c'est un gros profiteur en fait. Ah, ça, t'as pas idée. Dès les premières pages du livre, le lecteur est donc confronté à une Gervaise dans une situation financière et amoureuse difficile. Mais à 22 ans, notre héroïne est brave et ne rechigne pas à la tâche. Elle se rend ainsi au lavoir plusieurs fois par semaine, et c'est à cet endroit que sa vie va prendre, dès le début du roman, un tournant décisif. Gervaise est en train de nettoyer son linge et de parler de son couple avec l'une de ses voisines lorsqu'elle voit ses enfants arriver. Ces derniers sont porteurs d'une mauvaise nouvelle car ils l'informent que Lantier a quitté le domicile en emportant toutes ses affaires. Gervaise comprend alors qu'elle a été lâchement abandonnée et dans un premier temps, elle accuse le coup avec désespoir. La situation n'est déjà pas bien belle, mais Gervaise va entendre à côté d'elle une femme rire de son sort à gorge déployée. Cette femme, c'est la grande Virginie, qui n'est autre que la sœur de celle pour qui Lantier vient de quitter Gervaise. Très vite, la situation s'envenime et notre douce Gervaise va sortir les griffes pour se lancer dans une bataille à main nue qui a de quoi faire peur. Notre héroïne et Virginie vont alors se frapper, se griffer et s'insulter sous les yeux des personnes présentes qui commencent par les encourager et finissent apeurées par la violence de la scène. Mais si les deux ennemis et les personnes qui les regardent vivent la scène comme un moment épique, Zola se charge de rappeler au lecteur tout ce qu'elle peut avoir de trivial. Dans ce passage, le corps des femmes est mis en évidence. Les vêtements sont mouillés, arrachés, la peau s'expose dans une scène quasi animale où les deux femmes sont comparées à des bêtes sauvages. Ce moment est vraiment marquant dans le livre, déjà par sa violence physique et verbale, mais surtout parce qu'il s'agit de l'une des seules fois où l'on verra Gervaise vraiment se rebiffer. La bataille s'achèvera finalement sur une drôle de victoire de Gervaise qui déculottera son ennemi pour la fesser à coups de battoir en chantant devant tout le monde. Alors c'est vrai qu'avec cette scène de fessée publique, on pourrait se dire que le moment a quelque chose de drôle, d'autant plus que la grande Virginie l'a pas volé. Cela dit, je trouve ce passage surtout marquant vis-à-vis de ce qu'il va nous dire de Gervaise dans la suite du roman. Maintenant que le lecteur sait de quoi elle peut être capable, sa future passivité n'en sera que d'autant plus affligeante. Nous allons maintenant quitter le lavoir et cette atmosphère de conflit pour passer à un passage plus heureux, celui des noces de Gervaise.
Une fois l'entier parti, Gervaise ne va pas rester seule bien longtemps, car un ouvrier zingueur du nom de Coupeau va lui faire la cour. Il s'agit d'un honnête homme, travailleur qui ne boit pas, et il ne va cesser de poursuivre Gervaise de ses assiduités jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter de l'épouser. On a connu plus romantique, Ouais, je te l'accorde. Les noces du couple constituent un passage comique dans le roman, malgré quelques signes de mauvais augure. Le mariage des deux époux est expédié à la va-vite, et Gervaise, qui n'a invité aucun membre de sa famille, se retrouve entourée des proches de son mari, dont sa belle-sœur qui la déteste. Cette dernière va d'ailleurs lui trouver un surnom pour l'occasion, la Bamban, en référence à sa jambe boiteuse. Elle s'interrompit pour montrer Gervaise que la pente du trottoir faisait fortement boiter. « Regardez-la, s'il est permis, la Bamban !» Et ce mot, la Bamban, courut dans la société. Bon, j'avoue que jusqu'à maintenant, on a surtout envie de tacler la belle-sœur et que tout ça n'est pas bien joyeux, mais ça va venir. Pour ne pas passer la journée enfermée à s'ennuyer, les époux et leurs convives décident alors de sortir se promener, seulement, manque de bol, il pleut. Ouais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Ah ben ça, chez Zola, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais qu'à cela ne tienne, l'un des invités propose alors une sortie au Louvre, sachant qu'à part lui, aucun autre des membres de l'assistance n'y est jamais allé. La proposition est donc acceptée et c'est une drôle de petite troupe qui se met en avant vers le musée. Si ce passage est comique, c'est surtout vis-à-vis des réactions des protagonistes face aux œuvres qu'ils vont voir. En effet, ils ont mal à la tête car ils trouvent qu'il y a trop de tableaux et ils sont davantage intéressés par le parquet bien ciré. Histoire d'en rajouter une couche, ils se perdent dans le musée aux grandes dames de l'une des invitées, enceinte jusqu'au cou et qui est, on peut le dire, la pauvre, au fond du seau. Mais au-delà de cette tonalité comique, ce passage agit comme un avertissement prémonitoire du destin de Gervaise. Chaque tableau évoqué entrera en résonance avec son ascension et sa chute à venir. Ainsi, le célèbre radeau de la Méduse de Jéricho, devant lequel les convives resteront un moment, nous laisse entrevoir le destin d'une héroïne à la dérive. Attention, cela dit, à ne pas voir dans ce passage une moquerie à l'égard d'une population ignorante. Zola met en effet en avant le manque de culture de ses personnages, mais c'est bien plus pour dénoncer que pour se moquer. Dans une lettre adressée au directeur du journal qui avait cessé de publier son roman, Zola écrivait ainsi « Tout l'Assommoir peut se résumer à cette phrase « Fermez les cabarets, ouvrez les écoles ». Avec le passage des noces au Louvre, l'écrivain veut surtout montrer la distance imposée entre la culture et un peuple qu'il considère prisonnier d'une situation qui rend l'instruction difficile. Voilà donc notre Gervaise mariée à celui qui apparaît être un brave homme, en route vers une ascension personnelle et professionnelle, mais comme toujours avec Zola, les choses se compliquent. Les premières années du mariage de Gervaise et Coupeau sont très heureuses. Les deux époux s'aiment, ils sont doux l'un envers l'autre et grâce à leur travail respectif, ils parviennent même à déménager et mettre de l'argent de côté à la caisse d'épargne. Dans la foulée de ces jours heureux, Gervaise tombe enceinte et met au monde une petite fille du nom de Anna, surnommée Nana, qui sera l'héroïne du roman du même nom. Malheureusement pour le couple Coupeau, la lune de miel des premiers temps prendra brutalement fin lorsque le mari, en travaillant en tant que zingueur sur les toits, finira par chuter. Dès lors, Coupeau est alité, ne peut plus travailler, et Gervaise pioche dans ses économies pour le soigner à domicile. L'argent s'envole en même temps que le rêve de Gervaise qui comptait acheter une boutique pour s'établir en tant que blanchisseuse, mais le plus préoccupant, c'est le changement qui va s'opérer chez son époux. Coupeau ne se remet pas moralement de sa chute et commence à éprouver une forte rancœur vis-à-vis de son travail et du travail en général. De plus en plus souvent, il va se rendre à l'Assommoir du Père Colombe, qui est un débit de boisson du quartier, où il boit jusqu'à l'ivresse. Mais il était pas censé pas aimer l'alcool, lui. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit, mais apparemment il a changé d'avis. Mais c'est un gros naze. Clairement, là, il va pas briller par sa force de caractère. L'Assommoir dresse un état des lieux aussi triste qu'alarmant sur la question de l'alcoolisme. Ce fléau est représenté à de nombreuses reprises dans le livre sous la forme d'un alambic qui glace le sang de Gervaise à chaque fois qu'elle le voit dans l'Assommoir du Père Colombe. L'alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une mine sombre. Pas une fumée ne s'échappait. À peine entendait-on un souffle intérieur, un ronflement souterrain. C'était comme une besogne de nuit faite en plein jour par un travailleur morne, puissant et muet.
Je me trouve ici près de la distillerie de Paris qui fabrique différents spiritueux. Il s'agit de l'unique distillerie de la capitale, située dans le 10e arrondissement, où se trouvaient par le passé de nombreux bouilleurs clandestins, comme on en trouve dans l'Assommoir. Mais cette distillerie abrite également un alambic pas comme les autres, car en effet, il s'agit du premier alambic légal à Paris. Au début du XXe siècle, l'utilisation des alambics fut interdite. En effet, ces appareils qui servaient à la distillation de jus de fruits fermentés pour la préparation de l'eau-de-vie représentaient un réel danger lors de leur utilisation. Parmi ces dangers figuraient les risques d'incendie, mais aussi les intoxications au méthanol. Évidemment, nous sommes bien loin dans ces lieux des cabarets du 19e où s'enivre le personnage de Coupeau. Si je vous ai emmené ici, c'est surtout pour vous montrer à quoi ressemble un alambic d'aujourd'hui, fait sur mesure, mais aussi parce que le créateur de cette distillerie, Nicolas Julès, s'est passionné pour les alambics à la lecture de l'Assommoir. Comme quoi, la littérature, ça entraîne des vocations. T'as tout dit. Dans l'Assommoir, l'alambic du Père Colombe sera vu à travers les yeux de différents protagonistes. Ceux qui le considèrent objectivement, ceux qui s'enivrent de l'eau-de-vie et le regardent avec une convoitise malade, et ceux chez qui, comme Gervaise, il provoque une peur instinctive. Parmi toutes ces voix, celle du narrateur ne cache pas son hostilité à l'égard de l'engin, via des descriptions inquiétantes et teintées de monstruosité. La chute de Coupeau depuis les toits est donc une chute symbolique, car elle le mènera à l'alcool. Par ce procédé, Zola ne laisse pas de doute quant à ses intentions. Pour lui, ceux qui s'adonnent à la boisson excessive sont en chute et voués à une déchéance physique et morale. Mais avant les durs moments à venir, je vous entraîne pour la dernière fois dans l'un des passages emblématiques du roman qui correspond à l'apogée de notre chère Gervaise, j'ai nommé le banquet. Mes amis, je vous encourage à faire de la place dans votre estomac car nous voilà rendus au chapitre 7 et croyez-moi, il y a de quoi s'en faire éclater la panse. Le passage en question se situe au milieu du livre qui est constitué de 14 chapitres, mais il est aussi central car il marque à la fois l'apogée et la chute annoncée de Gervaise. On avait laissé notre héroïne en mauvaise posture après la chute de son mari, mais la voilà désormais au mieux de sa forme et propriétaire d'une blanchisserie dans le quartier de la Goutte d'Or. Le magasin tourne bien. Et malgré les écarts de plus en plus nombreux de Coupeau qui continuent à boire et ne rien faire, Gervaise est assez prospère pour embaucher des employés. Afin de célébrer sa réussite, elle décide de s'endetter pour organiser un festin monumental à l'attention de sa famille, ses employés et quelques amis. Mais parmi cette assistance, la présence de quelques personnes risque de vous surprendre. Est-ce que vous vous souvenez de la grande Virginie et de sa déculottée au lavoir? Eh bien, figurez-vous que la dame sera de la partie car elle est désormais résolue à être amie avec Gervaise. On comptera aussi parmi les invités la belle-sœur et le beau-frère de l'héroïne qui la détestent toujours autant. Mais le comble lors de ce repas, c'est bien la présence de Lantier qui avait abandonné Gervaise et qui s'empiffre joyeusement sur invitation de Coupeau lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'aurais moyennement envie d'inviter des personnes pareilles à ma table. Ah non, mais moi je te les mettrais dehors à grands coups de pied dans le derrière, tout ça là, hop! Nous avons ici un nouvel aperçu de la bonté de Gervaise, qui se rapproche cependant d'une dangereuse faiblesse de caractère. En invitant à sa table les fantômes de son passé, mais aussi en tolérant la présence de son époux ivre, Gervaise a fait entrer les loups dans son nouveau royaume, et c'est elle qu'elle offre en guise de proie. Lors de ce repas, notre héroïne fait preuve de naïveté en supposant que les ennuis sont désormais derrière elle. Elle se positionne triomphante et veut marquer le coup, ce qui va transformer la scène en véritable débauche de nourriture qui donnerait la nausée aux plus gourmands. Les convives se transforment en véritables animaux et se gavent sans restriction. Leur voracité est comme un témoignage de leur agressivité et de leur rancœur vis-à-vis de la réussite de Gervaise. Pourtant, l'atmosphère est bel et bien festive et Zola nous offre dans ce passage une magnifique illustration de la position ambivalente de Gervaise. La majorité des personnages du roman sont réunis au même endroit. Tout le monde rit, chante, se taquine, mais en même temps, la narration suit les regards de chacun et montre les tensions prêtes à éclater. Il s'agit sans aucun doute de mon passage préféré dans le roman car il nous montre à la fois toute la joie et la vivacité d'une fête ouvrière, mais aussi ses dangereux excès en alcool et en agressivité camouflée. Gervaise, elle non plus, n'est pas épargnée. Ce moment, qui correspond à celui de son triomphe, nous montre malgré tout la mollesse de son caractère passif. La question est désormais jusqu'où laissera-t-elle les choses s'envenimer? Pour y répondre, il n'y a qu'une seule solution, lire cet incroyable roman, car moi, je ne vous en dirai pas plus.
Cette prodigieuse rentrée du peuple sur la chaussée Clignancourt, à l'heure de la soupe, sont, je crois pouvoir l'affirmer, les premières pages où retentit un pareil vacarme de voix qui s'élèvent, d'omnibus qui cahotent, de pas qui sonnent sur les pavés, les premières pages où la vie fourmille et grouille avec une pareille intensité. Grâce au succès de l'Assommoir, Émile Zola a enfin pu vivre de sa plume et écrire le reste de ses œuvres, et rien que pour cela, ce livre méritait qu'on lui rende hommage. À travers les quelques moments que je vous ai présentés, j'ai voulu vous communiquer mon amour pour ce roman qui a marqué un tournant dans ma vie de lectrice, mais aussi et surtout, je l'espère, vous donner envie de le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Mais avant de vous quitter pour de bon, je dois aussi répondre à cette question que vous vous posez peut-être. Pourquoi donc parler de l'Assommoir à l'occasion du bicentenaire de la Caisse d'épargne Île-de-France? La réponse est que les références à la Caisse d'épargne sont nombreuses dans l'ouvrage d'Émile Zola et témoignent d'une réalité historique que l'auteur voulait dépeindre. La Caisse d'épargne a été fondée à Paris en 1818 par deux philanthropes qui souhaitaient à cette occasion proposer un organisme de dépôt d'argent accessible à tous. Ainsi, même les personnes aux revenus les plus modestes pouvaient ouvrir un compte épargne pour économiser et faire fructifier leurs dépôts. À ce moment-là, avoir un compte dans cet établissement lorsqu'on était ouvrier était aux yeux des gens synonyme de sérieux et d'ambition. Zola a retranscrit cette vision des choses dans son livre, et c'est pourquoi il mentionne que Gervaise, au moment de ses grands projets, avait des économies à la caisse d'épargne. Maintenant que vous savez tout, il est temps pour moi de vous quitter, mais pas sans remercier la Caisse d'épargne Île-de-France, grâce à qui j'ai pu réaliser cette vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps. Mes équipières de Chic et de Choc, Céline et Pico, qui m'ont accompagnée et aidée durant toute la durée du tournage, mais aussi la Bibliothèque nationale de France, la Roseraie du Val-de-Marne et la Distillerie de Paris qui m'ont généreusement ouvert leurs portes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu l'Assommoir ou s'il vous fait envie. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que vous avez une idée assez bonne de mon avis sur la question. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et même à vous abonner. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort.